J'ai le grand plaisir de lancer cette conférence table ronde de la chaire MAI. Juste deux mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec la chaire MAI. MAI, ça signifie mutation, anticipation, innovation. Et c'est une chaire de recherche dont l'objectif est à la fois de dynamiser la recherche et les recherches sur les questions liées aux mutations des organisations, aux mutations économiques, aux mutations des entreprises, et et surtout de favoriser un dialogue entre les chercheurs et le milieu socio-économique, les acteurs du milieu socio-économique. La table ronde ce soir, aujourd'hui, en est une bonne illustration, je crois. L'idée de cette table ronde, c'est de partir d'une thématique qui est à la fois, dont les enjeux sont à la fois très, très actuels et majeurs, qui sont autour des questions de légalité, de légitimité des opérations de restructuration d'entreprise. Et pour ce faire, nous avons conçu une soirée qui s'organise autour de la présentation par un chercheur de la chaire, Florent Noël, qui est professeur à l'IAE, une présentation qui va poser des débats autour de ces questions de légalité et légitimité des restructurations, en référence avec un ensemble de travaux qui ont été menés au sein de la chaire MAI et évidemment ailleurs également. Bonsoir, je suis donc Florent Noël, professeur et chercheur à l'IAE de Paris et membre de la chaire MAI. Merci Florent. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de me présenter vraiment. Moi, je suis actuellement à la direction de la SNCF. Je m'occupe des problèmes d'emploi après avoir été mêlé à peu près toutes les phases de gestion des restructurations. Compte tenu de mon âge, ça fait beaucoup d'années, donc j'ose pas le dire. Aujourd'hui, dans Le Monde, il est sorti un article sur l'année 1973, voilà un peu un début, pas de mon histoire personnelle, mais de mon histoire dans les restructurations en tout cas. Bon, donc ça date un peu, mais bon, j'ai essayé de me tenir à jour quand même, forcé, donc voilà, j'espère animer grâce à ça un peu la table ronde. Je vais donner la parole pour commencer à Florent Noël, mais sur ce thème de la légitimité qui n'est pas forcément évident, hein, je pense que c'est assez rare. Il y a peu de références sur cette question associée à la question des restructurations. Il est venu à la fin d'un débat, en tout cas je me souviens, je pense que certains d'entre vous y étaient, sur le rôle des organisations syndicales dans les restructurations. Et à la fin du débat, j'ai pris la parole pour dire, on a parlé beaucoup un peu de légalité, de procédure. Il y a une vraie question qui se pose de plus en plus, c'est la légitimité de ces actions-là. Et moi, je suis très, très frappé par la pertinence de cette question. Plus personne n'a la légitimité d'annoncer ou de faire quelque chose. Et il y a un risque très, très grave autour de cette question. On va essayer d'éclairer ces enjeux à travers le débat, mais qui va être ouvert, comme Géraldine l'a annoncé tout à l'heure, par Florent. Merci beaucoup. Donc l'idée c'était de revenir en quelques minutes sur les travaux menés au sein de la chaire MAI sur ces questions, en centrant le questionnement sur la légitimité ou la légitimation des restructurations, sur la question de la construction d'accord ou de compromis entre partenaires sociaux. Donc c'était l'idée du propos. On pourrait avoir d'autres entrées autour de la légitimité, se demander par exemple si les restructurations légitiment les partenaires sociaux, mais on va plutôt travailler la question à l'inverse pour faire écho à vos qualités et à ce que vous pourriez avoir à dire sur le sujet, même si vous avez probablement des choses à dire sur eux. Enfin bon, bref. Alors, mon propos ce sera organisé en 3 points pour essayer de mettre en avant nos travaux. Dans un premier temps, je vais essayer de redire que la légitimité des restructurations, c'est un enjeu à la fois démocratique, évidemment, mais c'est aussi un enjeu pragmatique pour les acteurs. Les restructurations les plus légitimes se déroulent probablement mieux que celles qui ne le sont pas.
Dans un deuxième temps, on va revenir sur le droit du travail qui est censé canaliser les restructurations et probablement faire taire les disputes, mais on verra que le droit du travail en la matière est peut-être inefficient. Et enfin, on reviendra sur les études de terrain qu'on a pu mener au cours des années passées, puis qu'on mène toujours. Nous avons eu la chance en fait, d'observer des opérations de restructuration qui ont fait l'objet de compromis et d'accords, et il s'agira de revenir sur les conditions qui ont pu voir arriver cette légitimation. Alors sur la question de l'intérêt d'une légitimation des restructurations, on pourrait peut-être revenir sur cette idée un peu folle, enfin, qui serait que l'entreprise c'est un bateau sur lequel tout le monde se trouve embarqué, et on pourrait penser une certaine convergence des intérêts dès lors que l'entreprise et ses salariés ont intérêt à faire partie du bateau. Mais évidemment, lorsque on commence à sortir des canaux de sauvetage, la divergence des intérêts redevient manifeste, et donc il y a un potentiel conflictuel qu'il n'est pas besoin de décrire à l'occasion des restructurations. Pour autant, les restructurations pourraient être un moment, comme on dit dans notre jargon de chercheur, un moment intégratif. C'est un moment où on pourrait également concevoir un bien commun à valoriser. On pourrait, par exemple, penser que, de façon peut-être un peu provocatrice, mais que les salariés peuvent avoir intérêt à voir leur entreprise se pérenniser, et que la performance de l'entreprise n'est pas forcément, ne se fait pas forcément au détriment des salariés. Pour autant, c'est un petit peu difficile à faire passer, et les restructurations prennent parfois des formes violentes. Ces formes violentes de conflit font courir des risques en fait importants à l'ensemble des parties prenantes. Pour l'entreprise, évidemment, l'éventualité de ne pas pouvoir mener à bien la restructuration, de ne pas pouvoir la mener à son terme, ou alors de voir les coûts exploser, ou alors de subir des risques d'image ou des risques de réputation. Et on soulignera l'importance croissante de la médiatisation dans la gestion des restructurations. Et puis, même au-delà de ces risques économiques, probablement que pour les entreprises et leurs dirigeants, le fait de se voir conspuer par l'opinion publique n'est pas en soi quelque chose qui est souhaitable. Et donc, il y a un enjeu pour les entreprises. Et puis, pour leurs salariés, il y a également des enjeux, et notamment, donc je parlais d'assurer la pérennité de l'entreprise, mais il y a également un enjeu qu'on a pu noter dans les recherches menées sur la construction des compromis sociaux, qui est de servir la cause de l'emploi. Et on se rend compte que les opérations les plus violentes sont des opérations dans lesquelles les partenaires sociaux vont plus probablement se diriger vers des solutions indemnitaires et laisser de côté des éléments importants des restructurations en termes de calibrage de l'effort de reclassement, par exemple. Donc, voilà, donc c'est-à-dire que le fait de pouvoir pacifier les relations sociales à l'occasion des restructurations est un enjeu en soi, si on préfère la paix à la violence, mais c'est aussi un enjeu pragmatique pour assurer la suite des trajectoires des salariés et la suite des trajectoires économiques des entreprises. Alors pour autant, ce potentiel violent est manifeste, et le droit du travail peine un petit peu à réguler ces éléments. Le droit du travail propose en fait deux approches pour régler le problème qui se rejoignent dans le fait qu'il s'agit d'organiser la rupture de la relation d'emploi. Et il y a un principe général qui consacre le fait qu'on peut toujours se défaire d'un contrat, donc c'est pas tellement la rupture en tant que telle qui pose problème, mais il y a un droit à la rupture. Mais ce qu'il s'agit de prévenir, c'est l'abus de droit. Et alors pour prévenir l'abus de droit, deux éléments sont à creuser. Le premier, c'est la prévention de l'intention de nuire, qui peu ou prou impose un effort de justification à l'entreprise pour vérifier que la cause poursuivie est bien en ligne avec ce qui est annoncé. Et le deuxième élément, c'est de prévenir la légèreté blâmable,
et donc de prêter attention aux conséquences que peut avoir le droit à l'exercice de la rupture. Alors on a deux options qui se présentent pour régler ça. Une première option sur une base individuelle où les partenaires, c'est-à-dire l'employé et l'employeur peuvent se rencontrer pour tenter de contractualiser une rupture. Et là, le principe de légitimité qui est derrière est le principe de la liberté contractuelle supposée aux individus. Alors, avec toute une série de difficultés qui se posent et qui n'éteignent pas les risques. Alors d'abord, comment articuler le principe d'une négociation individuelle avec des enjeux collectifs, et ensuite, comment bâtir une légitimité pour des opérations qui par nature doivent rester cachées. Et la légitimité suppose l'exercice quand même d'une opération de justification. Cette transaction individuelle ou les ruptures conventionnelles utilisées au-delà de leur cadre juridique posent bien ce problème-là, c'est que la nature de la transaction reste privée d'une part, souvent cachée, et donc la légitimation n'est pas à son maximum. Et par ailleurs, pour les salariés concernés, rien ne permet d'affirmer que la négociation individuelle sert au mieux les intérêts de l'individu, et donc il y a toujours un risque qui se pose. La deuxième approche consiste à traiter le problème collectif à l'échelle collective, et à ce moment-là à instruire la question de la restructuration dans le cadre d'un débat de nature démocratique. Et c'est finalement toute la visée du droit du plan de sauvegarde à l'emploi que de proposer une légitimation sur des bases civiques censées viser l'intérêt général en pesant à la fois le projet de l'économie de l'entreprise et le devenir des salariés concernés, qu'ils restent dans l'entreprise ou qu'ils soient amenés à la quitter. Alors pour autant, la façon dont ce processus démocratique est organisé par le droit français pose problème. D'abord, pose problème parce qu'il arrive souvent trop tard, parce qu'on entre dans le débat lorsque des licenciements sont déjà envisagés, et donc il est un petit peu trop tard pour construire une légitimité. Et par ailleurs, le débat s'organise souvent comme une forme de mise en accusation de l'entreprise qui se voit reprocher le fait de ne pas pouvoir continuer à assumer ses responsabilités qu'on lui prête à l'égard des employeurs. Enfin, le formalisme de la procédure est parfaitement insécurisant, ce qui pousse probablement les employeurs à adopter les rhétoriques, à faire les propositions qui ont déjà fait l'objet d'accords préalables. Et donc on n'a pas un réel débat, on a en fait une mise en place d'une certaine dramaturgie autour de laquelle vont s'organiser à la fois la médiatisation, le conflit, etc., dans quelque chose qui finalement ne permet pas le débat. Alors si on en vient aux expériences de terrain qui nous ont été données d'observer, on voit finalement deux cas d'entreprises dans lesquelles ça se passe bien. Le premier cas est un cas qui est rarissime et qu'on ne pourrait pas proposer comme modèle, puisqu'il relève un petit peu de l'utopie. Ce serait ou du hasard. Ce serait le cas de l'entreprise dans laquelle il y a un accord en amont préexistant au sujet du jeu de promesses réciproques entre l'employeur et ses employés, un double accord finalement, un accord au sujet de la nature de la relation d'emploi elle-même. Et si tout le monde s'accorde en amont sur le niveau de responsabilisation de l'employeur, si tout le monde s'accorde en amont sur la nature des contreparties qui peuvent être attendues, alors la restructuration se passe bien. Et le deuxième élément dans l'accord à construire, c'est un accord sur le diagnostic à porter sur l'entreprise. Et si l'ensemble des protagonistes dans la négociation convergent vers les critères d'évaluation, par exemple, de la performance de l'entreprise, alors probablement qu'on peut légitimer les opérations. Alors pour autant, ce type d'approche est rare. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait encore parler d'une restructuration, puisqu'il n'est pas sûr qu'il y aurait une rupture comme ça de la relation d'emploi. Alors ce type d'approche ne permet d'une part pas de faire face aux imprévus, et les restructurations sont souvent des restructurations parce qu'on ne les avait pas prévues.
Et puis le risque, c'est probablement de ramener la relation d'emploi à ses dimensions les plus pauvres. Il y a les dimensions d'un strict échange économique. Le salarié apporte sa productivité, l'employeur apporte du salaire et on s'en tient là. Et le fait de verser le salaire éteint toute forme de responsabilité. Et c'est probablement pas avec des formes de relations d'emploi comme ça qu'on peut bâtir ni impact économique ni impact social. Donc la deuxième éventualité doit se poser dans des cas où la restructuration apparaît comme une surprise. Et dans les restructurations qui se posent comme des surprises, qui se posent comme des ruptures dans des routines de gestion, on voit apparaître quand même des cas où les partenaires sociaux réussissent à construire un accord autour de la dimension sociale de la restructuration et de sa dimension industrielle et économique. Mais pour ça, 3 conditions doivent être remplies. Nous en avons identifié 3, il y en a peut-être d'autres, mais il s'agit quand même de structurer un propos. Le premier, c'est de construire un acteur collectif qui soit en mesure de traiter le problème rencontré par l'entreprise comme étant un problème commun. C'est-à-dire, c'est la première question. Si je reviens à l'analogie avec le bateau et les canots de sauvetage, le premier enjeu, c'est d'essayer de trouver à gouverner le bateau pour que le bateau prenne une voie qui soit désirable par tous. Et pour que ça, ce soit possible, il faut probablement retarder le plus possible dans la discussion les thèmes qui sont conflictuels par nature. Et probablement que le thème de l'accompagnement des salariés concernés par les restructurations est un thème qui, notamment lorsqu'on en vient à parler des primes de licenciement, ne peut pousser qu'à la surenchère et à perdre de vue le fait qu'il y a avant tout un projet économique ou un défi économique à surmonter. Et enfin, un troisième problème à surmonter et qui peut être surmonté consiste à sécuriser les négociateurs dans leur propre activité de négociation. On observe en effet que ce soit du côté patronal comme du côté syndical, mais aussi parmi les pouvoirs publics, on peut voir apparaître des logiques qui sont des logiques de tiraillement. Alors, le tiraillement entre le DRH et le directeur financier, le tiraillement entre l'actionnaire et la direction. On peut avoir des tiraillements entre organisations syndicales qui peuvent entrer en compétition pour tel ou tel sujet. On peut avoir un tiraillement entre un juge et un représentant des pouvoirs publics locaux. Et ces tiraillements amènent à un raidissement des positions. Et cette radicalisation ne peut, pour moi, c'est ce qu'on a vu, être surmonté que si les négociateurs peuvent être sécurisés. Et le droit du travail ne permet pas cette sécurisation, ce qui fait que finalement les opérations les plus légitimes que nous avons pu observer sont des opérations dans lesquelles la discussion sur le projet industriel et sur le projet social a eu lieu en amont des PSE, souvent de façon tacite, ou alors dans le cadre de cercles de discussion dans lesquels les acteurs sont sécurisés. On peut penser aux accords de méthode, par exemple, qui sont une façon de sécuriser les parties, mais également, évidemment, aux discussions sur la GPEC qui permettent de traiter ces questions-là plus en amont et donc plus à froid. Voilà, et donc le résultat auquel nous parvenons, c'est probablement que le droit du travail insécurise les négociateurs et qu'il convient donc de mener les opérations les plus légitimes en toute illégalité.